c'est la mise à l'eau de Victor, que je vous propose d'être commentée par Olivier. Tu pourras nous faire quelques commentaires, Sam? Oui, alors là, en fait, vous voyez Victor qui est... il est déposé sur un chariot qui lui-même roule sur le pont. Sur la gauche, il y a un hangar en fait qui permet de stocker les engins, mais aussi de faire toute la maintenance, d'éventuellement d'intervenir sur les batteries, sur les caméras, sur tout ce qui est projecteur. Et le moment de la mise à l'eau est un moment qui va durer à peu près une demi-heure. Voilà. Donc là, le chariot est en position sous le portique arrière et Victor va être hissé. Ce qu'on voit qui le relie encore au pont, c'est ce qu'on appelle la laisse avec les lestes, avec les dépresseurs. Et voilà, donc Victor est descendu, il est mis à l'eau. La laisse est filée doucement puisque Victor n'est pas alimenté. Puis le bateau avance un peu de façon à se dégager de Victor. Et là, on file la laisse. Donc la laisse, c'est un câble par lequel va passer à la fois l'alimentation, mais aussi les commandes, par lequel on va remonter la vidéo et puis toutes les informations, et qui fait à peu près 200-300 mètres de long. Voilà Victor. Donc là on voit Victor par sa face avant avec les caméras qui sont... les projecteurs qui sont allumés. Il est retenu par la laisse qu'on distingue sur l'arrière encore au bateau. La tension a été mise. Donc la mise à l'eau et la récupération de Victor se font de façon automatique, sans plongeur qui soit nécessaire pour grappiner de quoi le hisser à bord. Et, le ROV est en train d'effectuer son approche du site. Il est mouillé. Il est descendu sur un point qui va se situer à quelques dizaines de mètres des zones actives qui ont été repérées auparavant, pointées sur les cartes de très haute définition, comme vous l'a dit Marianne tout à l'heure. Donc, par rapport à il y a quelques années, on arrive à obtenir maintenant, avec le module de mesure en route, des cartes avec des précisions de l'ordre de 25 cm. Donc on est ici sur un substrat qui est encore oxydé, donc vous voyez la couleur ocre, on est sur des sulfures massifs mais qui se sont un petit peu oxydés, et les points blancs que vous voyez sur le fond sont des anémones, donc c'est caractéristique de la faune périphérique des sources hydrothermales. On commence à apercevoir aussi des points blancs, donc vraisemblablement de l'anhydrite, je ne voudrais pas mettre ma main au feu. Et également sur les côtés des gros éboulis qui seraient sans doute des sulfures. Donc on est typiquement en approche de quelque chose qui doit être actif dans pas très longtemps. On observe aussi au premier plan une petite crevette pas du tout hydrothermale se déplacer. Donc là on peut observer l'abondance de ces anémones qui va en augmentant petit à petit. Donc ces organismes doivent se nourrir de particules en suspension, et à partir du moment où on s'approche de la zone hydrothermale, ces particules vont être de plus en plus importantes et vont pouvoir soutenir ces organismes qui sont des filtreurs. Donc ici un gros amas, un gros éboulis de sulfure, avec des galatées, donc deux galatées qui sont positionnées sur le rocher. Donc on est encore ici loin de l'écosystème foisonnant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Victor ici est à 3500 mètres de profondeur, comme on l'a dit tout à l'heure, et il se déplace ici à 0,4 nœuds, donc c'est assez lent. Donc une des premières impressions quand on plonge soit avec un submersible habité, soit avec un submersible inhabité comme Victor, c'est un petit peu la lenteur des mouvements. Donc il faut imaginer que les pilotes sont actuellement dans le conteneur de pilotage que vous a présenté Olivier tout à l'heure, et pilotent simplement à l'aide de caméras.
Donc on commence à observer ici la turbidité de l'eau qui augmente. Donc vous voyez les particules de plus en plus importantes. On commence à apercevoir des taches blanches également. Tous ces indices visuels pour les géologues comme Ifouquet qui est à bord sont vraiment des indices de proximité de la zone active. On se rapproche tout doucement. Comme vous le voyez, on est sur des zones aux topographies très difficiles, avec ici sûrement une falaise, un édifice qui doit faire 20 ou 30 mètres de haut, ce qui, il y a quelques dizaines d'années, posait énormément de problèmes pour détecter les sources. Donc ici, vous avez tout en haut à droite de l'image, ça y est, on arrive sur un site actif. Donc toutes les parties, ces sites, Snake Pit ou TAC d'ailleurs, sont connus pour produire non pas obligatoirement des grosses cheminées, mais également ce qu'on appelle des ruches, donc des substrats qui sont très très poreux par lesquels le fluide va se disperser, et vous commencez à apercevoir nos fameux essaims de crevettes qui sont à proximité de ces diffuseurs. Vous avez vu passer aussi sur la droite un petit poisson qui ressemble à une anguille. Donc voilà, vous êtes sur un édifice qui fait à peu près une cheminée qui fait une dizaine de mètres de haut, je pense, et 3 mètres de diamètre. Et tous les points blancs que vous observez, ce sont des crevettes. Donc on a sur ces sites 3 espèces de crevettes. Une espèce dont on a parlé tout à l'heure, Rimicaris hexoculata, qui va être symbiotique, et 2 autres espèces qui vont être nécrophages ou carnivores. Donc on aperçoit sur la gauche la petite partie très noire, on voit le fluide qui sort qui est un petit peu moiré. Également à la base de l'édifice, vous voyez un petit fumeur qui est très noir sur le bas et ensuite qui va se diluer dans l'eau de mer. Donc là, un des objectifs, c'est vraiment de caractériser cet environnement, sachant que le fluide hydrothermal va être émis sur les cheminées de très haute température à 350 degrés avec un pH acide, un pH qui va être aux alentours un petit peu inférieur à 4. Sachant que l'eau de mer également est à 2 degrés, le fluide va se mélanger à cette eau de mer et les organismes vont profiter des composés réduits qui sont apportés par le fluide hydrothermal, mais également vont profiter de l'oxygène et d'autres composés qui vont être apportés par l'eau de mer. Donc ils colonisent vraiment cette zone de mélange entre le fluide hydrothermal et l'eau de mer. Donc là, la crevette Rimicaris hexoculata va abriter ces symbiontes, donc je vous ai dit tout à l'heure, dans sa cavité céphalothoracique, et va, en provoquant une circulation d'eau, apporter les composés réduits et l'oxygène nécessaires aux symbiontes, donc à ces micro-organismes symbiotiques, chimiosynthétiques, pour qu'ils puissent synthétiser de la matière organique. Donc on aperçoit ici des essaims qui vont rassembler des milliers de crevettes. Alors oui, mon voisin me demande la taille de ces crevettes. Alors ça doit être 5-6 cm. Alors effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un aquarium pressurisé développé par l'UPMC. Et depuis maintenant 2 ans, en collaboration avec l'UPMC et Oceanopolis, on a réussi donc à développer un aquarium sous pression qui s'appelle Abyss Box
et qui accueille des organismes hydrothermaux, donc une petite crevette qui n'est pas tout à fait celle-ci, qui est un petit peu plus petite, qui s'appelle Myrocharis fortunata, et un crabe, et plusieurs crabes d'ailleurs, qui s'appellent Segonzacia mesatlantica. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à aller voir un de ces quatre, l'Abyss Box à Océanopolis, même si je crois que pour le moment il y a un petit souci de corrosion qui est en cours de réparation. Donc tout ce qui concerne l'océan profond, que ce soit au fond avec les robots ou à terre avec des aquariums, nécessite énormément de technologie. Donc on voit ici très très bien que juste derrière cet édifice, vous avez une cheminée donc qui crache son fluide chaud, acide, chargé en composés très très toxiques. Et on s'aperçoit aussi depuis quelques années que on pensait il y a quelques années que l'apport métallique des sources hydrothermales dans le bilan global océanique était très très limité, et ces théories sont en train d'être remises en question, et en fait ce fluide hydrothermal pourrait impacter de manière assez importante le bilan global en fer notamment et en cuivre de l'océan. Donc les crevettes vont s'approcher relativement proche du fluide, donc à 30-35 degrés, et pour aller vraiment chercher les composés chimiques qui les intéressent. Donc on va s'intéresser aux adaptations de ces organismes à la température, puisqu'ils vont aller titiller des zones à 35-40 degrés. On va essayer de comprendre comment ils s'adaptent à un environnement anoxique, c'est-à-dire privé d'oxygène. On va s'intéresser également à leur résistance à l'hydrogène sulfuré, qui est un poison pour la chaîne respiratoire. On s'intéresse également à leur résistance aux métaux. Donc on est dans une zone qu'on pourrait considérer en milieu côtier comme une zone très très polluée. Et pourtant ces organismes font beaucoup plus que survivre. Ils vivent et ils sont en très bonne santé. On travaille également sur les taux de réparation de l'ADN. Donc on essaie, cette science fondamentale nous permet vraiment de comprendre comment fonctionne cet écosystème, et peut-être de comprendre après comment on peut adapter ces mécanismes sur Terre. Donc ici, vous pouvez vous imaginer la grosse difficulté de l'étude. On est sur un environnement qui va être vertical, avec des zones avec des températures élevées. Quand vous regardez les couleurs de substrat, cela va correspondre également à des substrats différents, donc des conditions environnementales très très différentes. Et Victor, par la précision de son pilotage, va nous permettre d'aller prélever dans les zones très précises, va nous permettre d'aller prélever des organismes, et va nous permettre également d'aller prélever des morceaux de roches pour les analyser ensuite à bord. On se pose aussi après énormément de questions sur le comportement de ces crevettes. Donc là, en regardant bien, on peut apercevoir on peut identifier au moins deux des espèces dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Rhymicaris hexoculata étant celle qui porte deux plaques oculaires sur son dos. Donc on les voit très très bien, ces deux points blancs assez gros.
Et donc, vous voyez en haut également, on s'éloigne un petit peu, mais c'est ces diffuseurs en forme de ruche qui sont typiques de ces zones. Donc, il y a quelques années, quand on plongeait sur des zones telles que celle-ci, sans avoir de positionnement GPS, de positionnement dynamique pour le navire, on pouvait de temps en temps perdre une plongée complète à rechercher des sites actifs, alors qu'actuellement, avec les cartes de très haute définition qu'on obtient et un positionnement du navire et du submersible de très très grande qualité, régulièrement on plonge et en arrivant sur une zone on plonge 5-10 minutes, un quart d'heure plus tard on est sur les zones actives en train de commencer à travailler. Donc encore ici un petit diffuseur qui est accompagné sur les côtés d'un petit fumeur noir. Donc ces cheminées sont produites en fait par la précipitation de ce fluide très très chaud, donc chargé, comme on l'a dit tout à l'heure, de sulfure et de métaux. Ce fluide très chaud qui est émis à 350 degrés, en contact avec l'eau de mer, va se refroidir et les sulfures vont précipiter. Ces sulfures ont précipité avec des métaux et c'est ces métaux, cette accumulation de métaux sur plusieurs mètres de profondeur qui pourrait intéresser justement les compagnies minières. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure également, c'est une campagne avec un projet qui est très très intégré et qui va associer à, je crois que la fin de la vidéo s'approche. Donc, vous voyez ici la pince de Victor qui nous fait un petit coucou pour symboliser la fin de la plongée, la fin de la séquence. Donc, c'est cette pince qui va nous permettre aussi bien de prélever les substrats, les roches, que de prélever également les gros organismes.